Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 11 de Go Tempo. On a avec nous notre chère Valérie. Bonjour. Valérie B. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci de me recevoir. Je suis vraiment super content de vous avoir, avec un pionnier comme vous qui a été dans le monde de la musique pendant plus de 30 ans maintenant. Oui, un peu plus de 30 ans. Un ouais. peu plus de 30 ans, alors. En fait, avant de passer aux choses sérieuses, il s'appelle comment votre chien ? Gandhi. Gandhi. Voilà. C'est un mâle ? C'est un petit mâle. Ouais. C'est un petit mâle. Il est vraiment trop mignon. Je vois toujours des stories. petites Ouais. ouais. Ouais, bah oui, c'est le meilleur ami de l'homme, son animal. Ça fait combien de temps que vous 13 l'avez ? ans. Ah ouais, Il va avoir 13 ans là, dans quelques semaines. Ah, dans quelques semaines. Est-ce que vous faites quelque chose pour son anniversaire ? Oh, certainement que je vais faire quelque chose, ouais. Vous faites quoi ? C'est des Je sais pas, là, ça sera ouais, il y aura des friandises et tout ça, et puis je lui ferai une belle toilette, et après, je sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi à ça. Ok, super. Bah, ça, c'est super. Hein. C'est vrai que avoir un animal de compagnie, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup, je trouve. Absolument. J'adore. Je vois que vous avez un chat, vous. Ouais, exactement. Bah, je lui ai accroché ça justement. C'était pour son anniversaire. Je me suis dit que dans cet appart, il peut grimper, etc. Parfois, il monte. Ils aiment regarder un peu ce qui se passe. Ouais, c'est curieux les chats aussi. Etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours dans le monde de la musique ? Alors, j'imagine que c'est très long, donc peut-être commencer dès le début. Le monde de la musique, en fait, je l'ai connu très tôt. Hein. J'ai traîné mes guêtres du côté du Club de Do, qui est une boîte de nuit à côté d'Alès, entre Alès et Nîmes, qui était un complexe avec deux boîtes de nuit, un mini-volley, une piscine, des terrains de tennis, etc. Okay. C'était un ami de ma maman qui avait ce complexe-là, et j'y ai travaillé très jeune, et j'avais 12 ans. Ah oui, ouais, 12 ah oui, ans. donc en fait... L'été, je travaillais là-bas, donc j'y allais en mobilette, puisque c'était quand même à quelques kilomètres de là où je résidais quand j'étais enfant. Donc c'est parti de là. Ce monsieur m'a amené à Paris. M'a mené avec lui à Paris parce qu'il m'aimait bien, et que j'étais un peu son petit chouchou, quoi. Oui. Et il m'a fait rencontrer des gens. Je me suis retrouvé à vouloir monter à Paris, à faire les pieds et les mains. Ma maman m'a laissé monter à Paris, comme on dit, hein, de la province. Ouais. Je suis monté à Paris, et effectivement, je suis arrivé au Palace. C'est parti de là, où j'ai ramassé les verres, et j'ai monté, si vous voulez, un peu... j'ai fait un peu tous les postes de la boîte de nuit jusqu'à aujourd'hui. On n'appelle plus ça une boîte de nuit, on appelle ça maintenant un club. J'ai fait un peu tous les postes jusqu'à trouver celui qui me plaît le plus, c'est-à-dire accueillir du public, quoi. Ouais, bah, je trouve que c'est bien, porter toutes les casquettes, même commencer par ramasseur de verre, etc. Ça permet de voir vraiment du bas jusqu'en haut. Ouais, il n'y a pas de bas jusqu'en haut. Tout le monde a sa légitimité, quand il travaille dans un club. Il n'y a pas de... Il y a la hiérarchie, bien sûr. Il y a la hiérarchie, mais tout poste, on a besoin de tous les postes à son importance dans les clubs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le mail que je vous ai envoyé, j'avais dit que justement, les gens, quand ils vont par exemple en soirée, ils pensent le gros DJ, etc. Mais ils ne pensent pas à celui qui nettoie, celui qui monte les lumières, celui qui font... Enfin, c'est une soirée, c'est tout ça, c'est tout le monde, bien justement. Sûr. Aujourd'hui, je travaille à Miamao, par exemple. On est plus de 30 à être, voire 40, à travailler au même moment, et chaque poste est important. Est important, voilà. Absolument. Non, absolument. Et d'ailleurs, avant de revenir à ça, en parlant de Miamao... déjà, merci pour l'invitation à l'inauguration. Avec plaisir. C'était vraiment super. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un club super. Alors, les lumières, elles étaient dingues. Système son aussi. Et j'ai beaucoup aimé le concept de mettre un sticker sur la caméra. Ben oui, on veut pas se la jouer berlinoise, parce que c'est vrai que ce sont des méthodes qui ont été proposées dans les clubs à Berlin, parce que il y avait d'autres idées derrière. Nous, l'idée, c'est vivons l'instant présent. Ouais. Voilà, vivons l'instant présent, c'est ça l'idée. Qui fait le son, qui fait l'ambiance, faites des rencontres, parce que c'est aussi
un lieu de rencontre, les clubs, voilà. Mais vivez l'instant présent. C'était un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée et j'espère que voilà, ça va suivre son chemin. En vrai, quand la jeune demoiselle a mis le sticker sur mon téléphone et je l'ai regardé, il y avait marqué, c'était le slogan Disconnect to Connect. Ouais. Et j'ai dit, ah ça c'est génial. Mais oui. Ah ça c'est génial. Parce que vous avez... Souvent, là, on voit des vidéos de... bon, Anima, c'est parce qu'il a des grosses vidéos derrière lui, etc. Mais souvent, beaucoup de DJ où c'est que des gens avec leur portable comme ça. Et on danse plus. Ouais. Et ensuite, l'autre jour, j'avais vu... Bob Sinclair, peut-être, non? Oui, c'est la vidéo où il a dit... Alors, j'ai passé une soirée chiante. À chier, carrément. Ça m'a fait rigoler. Je me suis dit... Quelqu'un qui est honnête là. Là vraiment il a été honnête. Et en contraste j'ai vu une vidéo de David Guetta alors c'était quand il mixait en vinyle à l'ancienne. Au tout début c'était en fait les portables n'avaient pas pas de caméra. Pas de caméra aussi perfectionnée qu'aujourd'hui. Du coup en fait c'était que des gens qui faisaient la fête, les petits balles qui allaient de... Et je me suis dit ah ouais quand même c'est quand même une différente vibe. Je dis pas qu'il y a plus ça mais c'est quand même une différente vibe. Non la vibe elle est scalée avec l'ambiance d'aujourd'hui, quoi. Mais effectivement, revenir comme ça à nos photos, ça permet d'être et de vivre l'instant présent. Et je trouve ça... Ça, c'est... Ouais, absolument. D'être connecté à ce qui se passe réellement. Absolument. Et une fois, parce que j'avoue, moi aussi, surtout que dans mon adolescence, je filmais pas mal. Et ensuite, j'avais lu quelqu'un qui avait marqué... Combien de fois chez toi tu regardes la vidéo en vrai ? Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que je regarde pas. Enfin, je regarde jamais. Peut-être je poste une story ou quelque chose et ensuite c'est fini. Et je me suis dit, en fait, ouais, c'est vrai, je suis en train de regarder le truc à travers un écran. Et je trouve ça assez dommage. Et aussi, ensuite, en étant passé du côté DJ, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est mieux quand les gens ils sont là, ils sont présents, etc. Donc, d'écouter ce que propose l'artiste ou de l'ambiance qu'il y a, de regarder et de vivre l'instant présent. J'en reviens toujours à ça, mais absolument. C'est un peu ça, quoi, l'instant présent. L'instant présent. On vit toujours ou dans le passé. Là, on va remonter, j'imagine, un peu le temps pour ce qui me concerne. Ouais. Mais je vous ramènerai toujours à maintenant, parce que c'est maintenant que ça compte. Absolument. Ça, c'est un des principes du stoïcisme, justement, comme on a un peu discuté. Si on y pense vraiment, il n'y a que le présent, parce que le passé, c'est des souvenirs. Le futur, on projette, c'est des fantaisies. En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est que le présent, justement. Non, mais ça, c'est très pertinent. Et en fait, on peut le dire, mais le comprendre, comme vous le comprenez, c'est quelque chose d'important et quelque chose de très libérateur, en fait. Quand on pense à l'anxiété, quand on pense aux choses comme ça, rester dans le moment présent. Et du coup, en fait, vous avez eu beaucoup vous avez porté beaucoup de casquettes, donc directeur artistique, animateur de radio, dont toujours aujourd'hui... Encore, sur Rage, qui est une radio nîmoise, une radio associative. Je travaille avec eux, je collabore avec eux depuis 2007-2008 maintenant, donc ça fait quelques années. Voilà, j'ai eu mon émission pendant très longtemps qui s'appelait Ouvre-boîte. Aujourd'hui, c'est plutôt des chroniques que je propose, des infos ou des chroniques de disques. Mais il y a aussi Miamao Live que j'incarne avec d'autres animateurs ou animatrices. Sont souvent les artistes et qui vont venir là pour le coup à Miamao ou Kilomètre 25 ou au Glazart. Les médias m'ont toujours... j'ai fait très longtemps Radio FG. Donc j'ai toujours eu un affect pour la radio. Je suis un enfant des radios libres. Les radios libres ont été libérées en 81, donc je suis un enfant des radios libres. Il y a les enfants de la télé, mais moi je suis un enfant des radios libres. Et en fait, vous avez commencé par quoi dans la musique ? C'est-à-dire quel genre de musique dans votre adolescence ? Écoutez, j'ai mon oreille qui les années 80, énormément, ont parfait mon éducation musicale. C'était assez riche. Il y avait d'innombrables artistes, de Bowie en passant par Céron, de la variété française comme Jeanne Masse, en passant par
tellement d'artistes qui ont jalonné mon enfance comme ça que effectivement, que ça soit électro ou le début de l'électro en tout cas, de la disco aussi, qui sont les prémices de la musique de la house. Ouais, il y a différents artistes qui ont beaucoup compté pour moi, quoi. Super. Et c'était quoi la progression? C'est-à-dire que donc ça c'était votre adolescence, ensuite vos vingtaines, trentaines, vous avez navigué plus vers la musique électronique? Ah oui, c'est vrai, mais tout en étant toujours très curieux et à m'intéresser de ce qui se passait sur différentes propositions. Comme je vous disais, j'écoute pas mal la radio, donc j'adore FIP, j'adore Nova, j'adore continuer à écouter Antoine Baduel sur FG. Voilà, j'écoute la radio. Aujourd'hui, je suis content le samedi, une fois par mois, d'écouter Laurent Garnier sur FIP, quoi. Voilà, donc parce que je sais que son oreille affûtée va faire qu'il va me faire découvrir des choses que je n'aurais peut-être pas entendues. Il vient de passer en plus au Rex, je pense. Il est passé récemment au Rex. Et il est passé aussi le premier soir, le vendredi 17 janvier à Miamao Club. Ouais. Wow. Super. Et directeur artistique, ça consiste en quoi exactement? Je connais le principe de manière générale, mais vous... Alors, directeur artistique, moi j'ai été directeur artistique entre guillemets du WAG, qui est l'ancien Whisky à Gogo, rue Mazarine, qui est le club en dessous de l'Alcazar. Parce que là, je travaille avec le club Fabrique, le club londonien. Ah, Fabrique. Voilà, ouais, Fabrique. Ah, super. Et là, moi, je bookais tous les artistes français et eux bookaient tous les artistes anglais. Il y avait les résidents de Fabrique de l'époque qui venaient jouer. Et là, on est en 2000. Mais après, j'ai pas réellement été tout le temps directeur artistique. J'ai eu mes soirées. J'ai organisé des soirées trans comme Respect for Trans au Rex, Rexpirer au Rex toujours, parce que j'ai une longue histoire avec le Rex. Mais il n'y a pas que le Rex, c'est le Gibus. Il y a d'autres clubs, hein. Où j'ai organisé aussi des soirées. Voilà, le directeur artistique, c'est programmer des artistes, des artistes, en tout cas, moi, ceux que je rêvais d'inviter et de les booker pour qu'ils viennent assurer la soirée. Ok, super. Et en fait... vous choisissez aussi un peu la vibe, un peu le type de son que vous allez amener à la boîte de nuit. Au club, absolument. À l'époque du Gibus, avec un organisateur, on organisait les soirées Jungle Vibes. Donc là, c'était autour de la jungle, qui était à cette époque-là, ce qui est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt la drum and bass, mais à l'époque, c'était la jungle qui marchait sur Paris. Il y avait cette vibe anglaise, voilà, donc c'était la jungle. Mais moi, après, ça a été les soirées plus ou moins house. Pendant très longtemps, j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Gilda, qui a été résident au Palace, qui a été résident dans différents lieux, qui était un homme qui m'a beaucoup appris musicalement. Il a eu ses enfants qui ont suivi, comme Wario, comme Dan Genassia aujourd'hui, toute cette époque-là. Jules, que j'adore, avec qui j'ai travaillé souvent, avec qui j'ai booké souvent, que ce soit au Gibus ou au Rex. Il en est encore aujourd'hui, je crois, ça va faire 30 ans résident. Ok. C'est super ça. Et du côté physio. Ouais, ça c'est quelque chose qui ça c'est un peu ce que j'aime et ce que je fais depuis 32 ans maintenant, depuis 1993, 14. J'adore recevoir du public, je reconnais les gens, alors on m'a un peu embauché pour ça. À l'époque, je sortais beaucoup, je travaillais au Palace, aux toilettes, j'étais comme on appelle dame pipi pendant très longtemps. Et puis je sortais beaucoup, donc effectivement, un soir je me suis retrouvé là au Folies Pigalle, et il manquait quelqu'un, on m'a dit tu veux prendre la porte, et puis je me suis accroché comme une moule à un rocher, et j'en suis encore là aujourd'hui parce que j'aime ce que je fais, et je pense que ça doit se ressentir, quand on aime ce qu'on fait.
voilà, on a toute la légitimité. Ouais. Non, bah, c'est hyper important hein, d'aimer ce qu'on fait. Et j'avais lu, je pense que c'était sur Le Parisien ou quelque chose que, alors par exemple pour Berghain à Berlin, le gardien de la porte c'est Sven. Ouais. Et du coup, vous avez été nommé le gardien à Paris. À Paris, ouais. Exactement. Ouais, on est différents. Hein. Ouais. Et moi, je suis latin, lui, il n'est pas latin. Voilà, mais on fait et on travaille dans des lieux. Pour ma part, Lorex pendant longtemps, ou Concrète. Oui, la Concrète avant que ça ferme, en fait. Avant que ça ferme. Dans des lieux très respectés de musique électronique, quoi. Et lui, le Berghem, qui reste encore aujourd'hui le club à renommée internationale. En fait, la Concrète, pourquoi ça a fermé? Parce que j'ai entendu pas mal de versions différentes. La version, la vraie... Non, je pense que c'était la fin d'une histoire, ce qui concerne la barge, qu'ils ont créé un nouvel endroit après qui s'appelle Dehors Brut. Et après Dehors Brut, il y a eu le Covid, la Covid, on dit, je crois. Donc il y a eu la Covid et ça s'est terminé comme ça, quoi. Ah ouais. Ah, ok, d'accord. Okay. Et en tant que physio, vous caractérisez, vous jugez comment? Ça veut dire pas les gens, mais comment vous allez faire rentrer les gens ou J'essaye de ressentir la meilleure valise possible, quoi. De voir si la personne est respectueuse. Ça se voit très très vite, ça. J'arrive à déceler. Alors j'ai beaucoup rigolé quand quelqu'un vous a tutoyé. Vous avez dit on se tutoie, les préliminaires. Et voilà, oui. Ouais, c'est un peu ma joke depuis quelques temps. C'est vrai que j'aime bien prendre mon temps. Mais c'était drôle comment vous l'avez dit. Ben oui, j'aime bien prendre mon temps avec les gens. Voilà, on est là pour accueillir du public. Je suis pas là, je reçois pas du bétail, quoi, du public, donc voilà, mais j'aime bien avoir quand même cette barrière. On peut être respectueux, on peut être amical tout en se voyant. Je dois voir 2500 personnes par soir. Je peux pas être familier avec tout le monde, c'est pas possible. Ah, absolument, voilà. Absolument. Et du coup, à part juste le comportement, est-ce qu'il y a les habits aussi qui comptent? Il y a oui, quand même. Quand on me dit il faut venir comme on est, venez comme vous êtes, ou je ne connais pas réellement le slogan, il faut quand même un minimum se respecter, quoi. La tenue est importante. Il faut qu'on soit, je ne dis pas tiré aux quatre épingles, mais voilà, on est les tenues propres, si possible. Quoi. Et est-ce que aussi l'ébriété joue un peu L'ébriété joue, bien sûr, mais on est propre, on est différent par rapport à ça. Donc, chacun a son comportement propre à lui ou à elle. Il y a des gens qui ont l'alcool guilleré. Ou guillerette, et puis il y en a d'autres non, et ça se ressent, ça. Ça se ressent, ouais, 100%. Et pourquoi physio plus que les autres? Enfin, pourquoi vous aimez ça plus que les autres? J'adore recevoir le public. C'est dans le sang, en fait. Puis j'adore recevoir le public. J'adore, je suis sorti énormément avant, je sais ce que c'est, je sors beaucoup quand je vais à l'étranger, je vais voir ce qui se passe ailleurs, et j'adore recevoir le public, et représenter, non, mais incarner un peu un établissement. J'aime bien ça, aussi. Incarner un établissement, parce qu'on sait que à cet endroit, que ça va être cool, qu'il va y avoir aucun problème, que ça va être fluide, etc. quoi. C'est ça. En plus, c'est pas n'importe quel endroit. Aujourd'hui, non, oui, ça c'est sûr, mais peut-être que là, j'aime bien travailler les volumes, parce que j'ai besoin de cette énergie-là, mais peut-être qu'un jour, je retravaillerai dans un endroit à capacité moindre, à taille humaine, mais toujours en musique électronique. C'est important. J'ai trop vu depuis toutes ces années des artistes qui ont commencé et on fait un peu on est un peu sur la même carrière, quoi, en termes de longévité. Donc, c'est très intéressant de voir des copains qui sont toujours là et qui ont commencé en même temps que moi, finalement. Et voir un peu la progression. Et voir la progression, absolument. De chacun. Super. Vous avez dit que
vous partez parfois à l'étranger, vous voyagez ailleurs, etc. Donc, vous aviez mentionné Fabrique. Ouais. C'est quoi d'autres endroits que vous aimez? Chaque année, en période de fête, en décembre, j'aime bien aller dans une capitale européenne voir. Okay. Ça, c'est un peu un rite que j'ai avec un ami proche. Et on aime bien aller voir ce qui se passe dans les clubs étrangers, que ce soit l'Autriche, Londres, etc. Et après, dans l'été, c'est pareil. Alors, dans l'été, c'est souvent les festivals qu'il y a près de chez moi, là-bas dans le midi de la France, près de Nîmes, où voilà, il y a dans le festival Positive, qui est un super festival qui est dans l'amphithéâtre d'Orange, donc lieu fantastique. Il y a toujours des artistes et la programmation, les line-up sont toujours très réfléchis. Il y a les pique-niques family aussi. Voilà. J'essaie de sortir quand même et de voir un peu ce qui se passe. C'est un peu aussi l'idée. Puis j'aime bien sortir, quoi. Et écouter les artistes. Normal. En général, je suis à l'entrée, moi. Je suis pas sur le dance floor. Donc, c'est vrai qu'en fait. Donc, je profite pas trop du club. Voilà. J'ai besoin aussi de me dépenser un tout petit peu et d'écouter la musique. De toutes les capitales que vous avez fait en Europe, les top 3, enfin... Les top 3 que vous avez aimé, vous? Que j'ai aimé, y a Londres, Berlin, effectivement. Solide. Londres, Berlin. Et après, il y a le choix Ibiza, mais est-ce qu'il y a réellement ce que j'aime? Ça se discute, il y a de super soirées, hein, je dis pas le contraire. Mais bon, après, c'est une ambiance Ibiza, hein, voilà. C'est une ambiance. Troisième, c'est vrai quand même, vous posez une colle, mais j'avais bien aimé Copenhague. Ah, c'est vrai? Ouais, j'avais bien aimé. Il y a 2 clubs, je ne pourrais pas vous dire le nom là, mais ça me reviendra. Et j'avais bien. Il y a pas trop de soleil. Non, mais j'avais bien aimé le monde de la nuit. Et puis j'étais même sorti à Saint-Pétersbourg juste avant la pandémie. Et on avait été dans un club qui était aussi dément, quoi. À Saint-Pétersbourg? En Russie, ouais. Ok. Alors, ça va être un peu plus compliqué aujourd'hui d'y aller, mais je sais que la night là-bas, voilà. Et j'aurais en décembre? En décembre, il y a quelques. Non, pas cette année. Oui, juste avant la pandémie. Mais je veux dire, en décembre, c'est pas il faisait moins. Il faisait moins 20, moins je sais pas combien, et puis on était sous la neige avec de la neige jusqu'à la taille. Et voilà, c'est vrai que j'ai bien aimé ces endroits-là. Aujourd'hui, j'aurais adoré faire le Liban, quoi, par exemple. Voilà. Ah oui, la scène libanaise, moi j'écoute beaucoup d'artistes libanais et j'aurais adoré vivre ça au Liban, quoi. Il y avait un bar où j'avais été, boîte de nuit club, c'est un rooftop, ça s'appelle Sky Bar. Ah oui, le Sky Bar. Ça a été voté par Vogue numéro 1 dans le monde à un moment donné. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui disent qu'ils ont vraiment un de leurs endroits où ils adorent se faire booker, pas cet endroit-là précisément, mais Beyrouth en fait. Ouais, Beyrouth. Parce que la vibe. La vibe, Et oui, il y a ce côté underground encore que nous, underground, ça veut plus dire grand-chose, mais il y a ces pays-là où ça a un sens vraiment. Et puis aussi, c'est un très beau pays. Moi étant franco-libanais, voilà. on peut neiger, faire du ski le matin et aller à la plage. À la plage après-midi, c'est vraiment. Je savais pas que vous étiez libanais, vous voyez. Mais non. Maintenant, je commence à comprendre, mais bon, voilà, j'aurais adoré. J'adore leur. Il y a des artistes, j'écoute beaucoup des artistes libanais. J'ai une playlist. J'en écoute beaucoup, Ouais, c'est vraiment super. Et puis, même et c'est riche. Bonjour, toi. Salut, toi. Les cèdres, vous savez, le cèdre sur notre drapeau, c'est des arbres qui existent depuis 2100 ans, donc avant Jésus-Christ. Ils ont vu des choses, c'est que c'est quand même fou, ça. Moi, c'est une de mes odeurs avec le jasmin préféré. Ah oui, c'est vrai? Ouais, le cèdre, c'est... Ah, super. Alors, en parlant de tout ça, en retraçant, vous êtes quelqu'un qui peut... parler de l'évolution, ça veut dire de quand vous avez commencé à aujourd'hui, vous avez vu comment ça a évolué. Comment est-ce que ça a évolué
de tous les aspects en fait dans le monde. Ça a évolué. Mais, si vous voulez, j'ai pris le truc en marche. J'étais jeune et il y a eu toute cette émulation autour des musiques dites électroniques. Ouais. Donc ça a évolué entre la techno de Laurent au tout début, ces soirées incroyables. Quand je travaillais au Boy, il jouait le jeudi avec Joachim Garraud, qui était résident aussi, qui aujourd'hui font des carrières un peu différentes quand même. Où il y avait Laurent Brennwacher aussi. L'évolution, elle est en termes de musique, vous parlez ? On va faire musique d'abord, ensuite on va pas... Voilà, alors en termes de musique, aujourd'hui, il y a des choses très très bien qui se proposent, mais je rêve, moi, si vous parlez d'évolution, qu'une personne arrive et nous propose un son. Le son, quoi, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de la nouveauté qui se propose à nous. Il y a des choses très très bien, il y a des artistes fabuleux, magnifiques, mais en termes de création, j'aurais tendance à me dire, moi, ça me rappelle de quelque chose. Voilà. Et en fait, je sais pas si ça vous fait pareil, vous. Je comprends. Et on en avait discuté il y a c'était qu'en fait quand le dubstep est sorti. Et en fait avec un pote on se disait oui, donc il y a des genres et il y a des sous-genres. Et en fait créer tout un genre c'est très dur, c'est quelque chose qui se passe très très rarement. Donc c'est un peu de ça dont vous parlez, c'est créer un nouveau ou peut-être le sound, c'est-à-dire que trouver une nouvelle machine qui propose des sons pour pouvoir faire la création, chose qu'ont fait beaucoup d'artistes comme la French Touch et tout ça. Mais voilà, qui est ce son avec de nouvelles machines. Moi, je rêve que quelqu'un crée cette nouvelle machine. J'espère que ce ne soit pas l'IA, mais si c'est l'IA, pourquoi pas ? Je trouve que ça n'a pas trop d'esprit. Oui, mais il faut vivre. C'est les hommes qui créent l'IA. C'est vrai. Donc finalement, voilà. Peut-être que c'est l'IA, je ne sais pas. Après ça, je ne suis pas, moi, j'y connais rien au niveau matériel et tout. Mais voilà, ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais je rêverais que quelqu'un arrive avec un nouveau son, quoi. Quelque chose créé par une nouvelle machine, mais qui reste électronique. Qui reste électronique. Vous savez, vous voyez, c'est quoi des plugins ? Ça veut dire oui. Y a un plugin justement qui est sorti il y a pas, c'était peut-être il y a 1 an. Donc ça fait pas une chanson pour vous, mais c'est ça va créer des presets en fait pour vous. Donc vous pouvez mettre quelque chose de métallique avec un peu de grésillement robot. Et là, ça va vous sortir des sons qui ressemblent un peu à ça. Et je trouvais ça intéressant. Moi, je l'ai pas, mais j'ai vu des vidéos et je me suis dit c'est assez intéressant parce que ça comme ChatGPT, vous mettez ce que vous avez imaginé, mais au lieu d'une photo, ça vous donne des sons que vous pouvez utiliser, justement. Et puis, mais ça reste toujours fait par des machines qui existent aujourd'hui. Moi, l'idée, c'est de trouver la machine d'aujourd'hui, comme on va créer aujourd'hui, mais qui va faire que... ce que la musique électronique nous a apporté jusqu'à aujourd'hui, encore des jours... J'aimerais voir ça dans ma vie. Ça serait super intéressant. Ça. J'imagine, quand la musique électronique avait commencé, je voyais les tout premiers synthétiseurs, etc. Et c'est ce qu'il fallait pour ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un ordinateur qui coûtait avant 10 000 € en studio, etc. Des machines, etc. Les gens, à cette époque-là, devaient être un peu assez éblouis, en fait. Complètement. Il y a un monsieur qui s'appelle Pierre-Henry, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a composé des œuvres exceptionnelles. C'est un Français. Et je vous invite, je ne sais pas le nom du titre, mais Pierre-Henry s'appelle. Et je vous invite à l'écouter. Moi, quand j'ai écouté ça, je devais être adolescent. Et j'ai compris pourquoi j'aimais la musique électronique après. Voilà. Comme Céron, les titres de Céron, je dois avoir 10 ans et j'ai compris pourquoi après j'ai aimé la musique électronique. Je vois. Moi, alors, j'essaie de retracer. Je sais que tout au début, il y avait des titres comme Strobe de Deadmau5. Oui.
Il y avait aussi Prida, alors c'est Eric Prydz quand il était Ouais, sur Eric son Prydz, ancien ouais. nom. Oui, Qui revient là, ouais. Eric Prydz. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, il est booké un peu de partout, je trouve. Ouais. Il y a un titre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui est plutôt pas mal. Ouais. Super, ouais. Et je me rappelle. Mais après, c'est vrai que je suis passé par une grosse phase EDM. C'est-à-dire, vous savez, l'EDM assez ancien, Swedish House Mafia, tout ça. D'ailleurs, une petite anecdote. Vous savez, moi j'ai grandi aux Émirats Arabes Unis. En fait, je suis né ici et à 2 ans, on a bougé là-bas. Et aux Émirats Arabes Unis, l'âge pour boire c'est 21 ans. Donc en fait, en boîte de nuit, c'est 21 ans. 21 ans. Et j'adorais Swedish House Mafia. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui adorait Swedish House Mafia aussi. On connaissait les trois, je regardais toutes leurs vidéos, Sebastian Grosso, Axwell et voilà. Calvin comment il s'appelle le troisième, pardon, c'est pas Calvin Harris? Non, c'était pas. Axwell, Sebastian Grosso et... Sébastien Grosso, ouais, c'est vrai, c'est ça. Et oui, le troisième, ça m'a revenu. Moi, si ça m'échappe, ça me reviendra. Mais du coup, bon, je le dis un peu devant les caméras, mais c'est pas grave, ça c'est passé. Mais on a passé une semaine, alors on a acheté des billets. Et on a passé une semaine à se dire comment on va rentrer. Et là, on a regardé sur Google, il n'y avait pas encore ChatGPT ou je sais pas quoi, c'était vraiment des mini-trucs. Il fallait trouver, comment falsifier. Puis on s'est dit, on ne peut pas faire une carte, on n'a pas la machine pour, qu'est-ce qu'on va faire? Puis on s'est dit... Et ça, il ne faut pas le faire. Hein. Ouais, faut pas le faire, vraiment. Bon, j'étais petit, j'étais con, on va dire, etc. Puis moi, j'ai les techniques, si vous venez, vous ne pourrez pas rentrer. Ouais. Je vois tout de suite si vous avez une fausse pièce d'identité ou pas. Je suis en train de raconter l'histoire. Mais c'est drôle. Mais c'est drôle, exactement. Et du coup, finalement, on s'est dit, ok, on sait ce qu'on va faire. On va faire une photocopie en couleur du passeport. Et on va découper le 1 et remplacer le 6 de 96 avec un 1, donc 91. Et ensuite, on a mis de l'école, on a mis 3 dictionnaires dessus pour que ça... Enfin, on a fait 40 trucs, on a regardé sur 40 angles, on s'est dit, on sait pas, est-ce que ça va... Vous avez falsifié votre pièce d'identité. C'est une infraction. C'est une infraction pénale. Mais bon, il y a la prescription, donc là, ça fait 15 ans, quelque chose comme ça. Donc, en fait, on ne peut plus me poursuivre en justice. C'est fini. Mais c'est une histoire drôle. Mais en fait, c'est une histoire importante. Et vous êtes rentré dans le club? Alors, je suis passé en premier. Il a regardé, il m'a regardé. Il y a eu un grand moment de... il n'a pas vraiment de barbe, ce mec, pour un mec de 21 ans, etc. Et puis, j'ai fait l'accent anglais un peu français. Comme ça, il pense que je suis un étranger qui n'est pas trop là, etc. Alors que j'ai un accent parfait en anglais, généralement. Il me dit, ok, je rentre. Et là, je stresse parce qu'il faut que mon pote rentre aussi. Et là, mon pote rentre. Et là, on se regarde avec... J'ai jamais été aussi excité de ma vie aussi. J'avais tellement hâte. Et là, je rentre et c'était le dernier concert de Swedish House Mafia avant qu'ils se séparent. D'accord. Et c'était ils faisaient aussi une promo pour leur musique vidéo Greyhound. Ah oui. Donc, ils avaient les mecs de la musique vidéo Greyhound où on pouvait prendre des photos avec. C'était sponsorisé par Absolut Vodka parce que c'est suédois. C'était eux qui jouaient complètement. Exactement. Et c'était ma première fois en vraie boîte de nuit. Et vous savez, à Dubaï, c'est assez extravagant. Du feu, des lumières, des femmes qui dansent, des choses. J'étais... Waouh, le monde de la nuit, c'est quelque chose. Oui. Bon, j'avais 17 ans, donc ça va. C'était pas ici, ça passe à peu près 17 ans, mais là-bas... Et du coup, déjà au bar, le barman, il m'a regardé quand j'ai commandé l'alcool. Et j'ai quand même... il m'a quand même servi. Et je me rappelle, je suis sorti de ce concert. Et je me suis dit, il faut que je commence à faire de la musique. Ça m'a donné un sentiment que je n'ai jamais vécu de ma vie. Et c'est quelque chose d'aussi fort, ouais. D'aussi fort, vraiment. Et je suis rentré chez moi, j'ai téléchargé FL Studio, j'ai juste mis sur Google comment faire de la musique. J'ai vu, il y avait des logiciels. J'ai fait FL Studio. Maintenant, je suis sur Ableton, mais à cette époque-là, j'ai fait FL Studio. Et je ne connaissais pas comme tout le monde, hein. Il y avait 40 000 boutons, j'étais intimidé, mais en fait, généralement, quand je rentrais du lycée, je jouais un peu aux jeux vidéo, des choses comme ça. Là, non, je jetais mon sac, je me mettais sur FL Studio. De la musique. Disais, ouais, exactement. Alors, c'est quoi ça? Comment faire ça? Et tout. C'était un monde qui s'est ouvert. Et voilà, c'est un peu l'histoire de... Après, faut pas faire ça. Non. Mais faire de la musique, oui, vous pouvez faire de la musique. Oui, exactement. Voilà. Mais quand même, je reste très content que j'ai pu assister à ce dernier concert avant qu'ils se séparent. Et c'est vraiment... c'était un choc pour moi. Et puis j'ai eu une chance que ça a marché. Mais bon, quand on est jeune, on pense pas trop aux répercussions, etc. Maintenant, en regardant, je me suis dit, j'aurais pu vraiment être dans la merde si ça avait, etc. Mais bon,
on fait tous des choses. Hein, quand c'est les artistes qui étaient souvent bookés. À l'époque, je travaillais au Mix, rue de l'Arrivée, ou rue du Départ, rue de l'Arrivée, je crois, dans le 15e, là-bas, à Montparnasse. Et Ludo, qui était l'organisateur de soirée, avec qui on travaillait avec David Guetta, on bookait souvent ces artistes. Donc, on les a vus souvent de 2000 à 2008, quoi. Ouais. Jusqu'à qu'ils se terminent, c'était dans 2008, je crois, 2009, un truc comme ça. Ça fait assez longtemps. Et pour revenir justement sur cette évolution, donc on a parlé un peu de la musique, l'évolution des gens, du monde de la nuit. Ouais. Que ce soit les danseurs, que ce soit les l'évolution du monde de la nuit. Aujourd'hui, les gens sont un peu plus speed dans le sens où il leur faut tout de suite. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est la société comme ça, donc bon, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont un billet et ils veulent rentrer tout de suite. Ils ont un billet pour rentrer dans le club, ils veulent rentrer. Je leur rappelle souvent qu'on n'est pas une salle de concert, qu'on est un club, etc., etc. Le clubbing a vraiment changé là au retour de la pandémie, de la pandémie. La réouverture, On a senti vraiment cette énergie, les gens avaient envie de sortir. Surtout au début, je ne me rappelle pas. Ça a duré bien 2 ans, quoi. Et on le voit même en termes de musique, si ça y est, ça commence à changer, là. Pendant longtemps, ils avaient besoin de musique qui envoie, quoi. Qui envoie. Ouais, absolument. Et vous, jusqu'à aujourd'hui, du coup, vous sentez que la pandémie, ça a laissé une trace, sur... C'est-à-dire que y a ceux qui sortaient beaucoup avant la pandémie, ils ont changé. Ça a duré un moment quand même, cette pandémie. C'est vrai. Donc, ils ont changé, et voilà, ça a changé. On a coupé leur rythme de sortie, etc. Et il y a ceux qui ont eu la majorité, etc., juste là, à ce moment-là, qui, eux, voilà. Ils sont là et ils sont encore aujourd'hui là, quoi. Quand vous avez dit tout le monde veut tout maintenant, c'est-à-dire pour rentrer. Mais pas forcément que là, hein. Même au bar, même au vestiaire. Et justement, c'est la passerelle que je voulais faire. Alors, il y a le bar, il y a le vestiaire, il y a aussi, moi je trouve, et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça dépend en fait du crowd, entre guillemets. Mais vous savez, un DJ qui vient, un DJ qui fait de la house, on est sûr qu'il va pas faire de la Frenchcore, mais il faut le laisser, parce que c'est un artiste en fait, pardon, ou une artiste, il faut le ou la laisser faire raconter l'histoire qu'elle veut. Et généralement, les gens, non mais on veut ça, on veut tes tracks, on veut... Ils veulent pas laisser, peut-être qu'elle va vous faire découvrir quelque chose de nouveau, chose que vous allez aimer, quelque chose que vous ne saviez pas que vous allez aimer, justement. Je trouve que c'est un peu dommage parfois. Oui, parce que c'est les réseaux. Souvent, ils découvrent des artistes grâce à TikTok ou autre. Donc, ils veulent ce qu'ils ont vu sur les réseaux, quoi. Sur les réseaux, exactement. Et ça empêche... j'avais lu... c'était quelqu'un, quand la house venait de débuter, et quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'aimait pas la house, et il allait voir un artiste qui faisait pas ça, mais qui a fait un peu de house, et il s'est dit, ce spectateur s'est dit, waouh, quand il est rentré chez lui, il a fait des recherches, et c'est comme ça qu'il s'est converti en fait à la house, et ça c'est justement... Il s'est cultivé. Et voilà, exactement, ça cultive, ça ouvre les portes, et puis en fait, c'est un artiste, c'est pas un artisan. Donc en fait, il est là à faire de l'art, à raconter une histoire. Je suis sûr qu'elle a pris beaucoup de temps pour choisir. Bon, je vais faire ça, j'ai envie de choisir ça, etc. Je trouve que surtout aussi les requests, les trucs comme ça. Enfin, laisser la personne s'exprimer exactement. On l'a vu, souvent, des gens avec leur téléphone et marquer le morceau qu'ils ont envie d'écouter. Quoi. Ça, c'était à l'ancienne. C'est dans les boîtes de nuit, ils disaient ça. Les jeunes, ils arrivaient, les gens arrivaient, ils disaient, tu peux mettre ce morceau. Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans les clubs électroniques. Exactement. Ça serait un mariage. Ouais, mariage, bar mitzvah ou autre. Mais et là, ça devient de l'artisanat. Voilà, c'est ça. Exactement. Et j'allais dire quelque chose, j'ai oublié quoi. C'était par rapport à ça. Oui, vous parliez de TikTok. Vous en pensez quoi si on a demandé à Georges Brassens combien de followers TikTok il avait?
Ça veut dire Mais non, parce que ça, c'est pas Georges Brassens, ça date quoi. Bah exactement. Et du coup, est-ce que quelqu'un comme lui aurait pu percer s'il était dans le monde d'aujourd'hui il faut avoir, pour remplir des salles, etc., enfin pour se faire connaître, il faut des followers, il faut être présent sur les réseaux. Georges Brassens, c'est pas peut-être la bonne personne, puisque lui, c'était quand même... quand on écoutait ses textes, quand on l'écoutait chanter, c'est peut-être pas le bon exemple, mais... un autre exemple, alors. Mais je vois pas qui, là. Claude François, peut-être, puisque lui, il avait besoin de se vedetter rien. Il avait un magazine, OK, je crois, ou je sais pas comment ça s'appelait. Il faisait beaucoup de télé, enfin, il était producteur, il avait un label. Alors peut-être que ça marcherait plus avec. Je pense que lui... Ah non, mais je veux pas dire est-ce qu'il aurait eu beaucoup ou pas. Je veux dire, vous savez, il y a aujourd'hui, on peut être un super bon producteur, un super bon musicien, mais si on n'est vraiment pas sur les réseaux, on va vraiment avoir du mal à avoir des dates, etc. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais j'espère que les programmateurs qui nous écoutent, nous voient là, ne font pas de la programmation grâce aux réseaux sociaux. J'ai entendu beaucoup ça. Non, mais j'espère que c'est pas le cas. Voilà. Moi, l'idée, on a de super programmateurs. Il y a Antoine Husson, il y a Brice Couder pour les seins, il y a le nouveau programmateur de Futur que j'aime beaucoup. J'ai oublié son nom là, mais voilà. Il y en a, et des programmatrices aussi. Il y en a une à la Loco, enfin pas à la Loco, mais à la machine du Moulin Rouge. Il y a là c'est pour Paris, puis il y a d'autres endroits, dans le sud, ou ceux qui font des festivals. Mais j'espère qu'ils ne font pas que... par rapport à des réseaux sociaux. J'espère qu'ils ont... voilà. Et donc, pas ceux dont vous avez nommé en particulier, mais de manière générale. Est-ce que vous pensez que, par exemple, pour remplir une salle, s'il y a quelqu'un qui est vraiment très talentueux, mais qui n'a pas beaucoup de followers, il n'est pas très reconnu, ou elle, et ensuite quelqu'un d'autre qui a 50 000 followers, mais c'est vraiment dû à l'Insta, truc... et ils prennent ça. Ça c'est parce qu'on en voit un peu. Mais ça c'est pas de la programmation, ça. Ben voilà, ça c'est. C'est ce que. Enfin, c'est pas de la programmation. C'est-à-dire qu'on privilégie quelqu'un qui a beaucoup de followers. Et on sait même que sa musique elle est bof. Et on va privilégier cette personne plus que l'autre qui a du talent. C'est pas de la programmation, ça. Ok, super. Est-ce que vous pouvez développer sur ça? C'est un point très important. Pour moi, c'est pas de la programmation. Je vous expliquais avec des gens comme Antoine, Brice ou d'autres. Ils font attention. Ils font attention à l'artiste. Brice, il l'a fait longtemps avec Concrète, Brice Couder, que je respecte beaucoup. L'a fait longtemps avec Concrète ou Antoine Husson pour ses soirées ou que ce soit pour le kilomètre. Et autres à nous proposer des artistes qui sont des artistes qui sont pas forcément dans des canaux mais qui nous font découvrir des artistes pour ceux qui sont intéressés et qui aiment la musique et qui savent que si derrière il y a ces programmateurs ils savent que la musique elle va être quali quoi. Ça c'est bien, ça me donne l'espoir vraiment. C'est quelque chose que, justement, moi, je suis pour ça, la vraie programmation, comme vous dites. Dans votre carrière, à vous, quels ont été les moments qui vous ont le plus marqué, tant bien que mal? C'est un peu dur de dire toutes les décennies, il y a eu du bien et du mal, c'est normal. Voilà. Moi, ce que je vis aujourd'hui, j'adore. Je suis... j'arrive à un âge où je suis accompli, je m'aime plus qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc je m'accepte plus, donc je vis plus l'instant présent. J'aime bien ce que je vis actuellement. Mais chaque décennie, moi, le début de la musique électronique, j'ai adoré. La disco, j'ai adoré. Les clubs pour lesquels je travaillais, j'ai adoré. J'ai beaucoup appris. Il n'y a pas l'école de la nuit.
Ouais, c'est l'école de la nuit, voilà. C'est l'expérience. Donc, à chaque fois, il y a eu de l'expérience et c'est ce que j'ai adoré. J'ai adoré. Moi, quand j'arrivais au Palace, que je me mettais là et assis à côté de Jenny Belair ou de Yana Katsoulos, qui étaient les physios du Palace, et que aujourd'hui, Jenny, on se voit et c'est elle qui m'a fait rentrer la première fois au Palace et qu'on se regardait comme ça. Et je la regardais faire. À l'époque, je me disais, c'est pas son job que je veux faire. Ouais. Je voulais être acteur. Acteur de quoi, je sais pas, mais voilà. Ouais. Donc, chaque décennie, là, depuis les 40 ans que je travaille dans le milieu de la nuit, chaque décennie a ses bons, ses mauvais côtés. Il y a eu des mauvais côtés. Ouais, comme par exemple. Ouais, à un moment donné, il y a eu des trucs où j'étais un peu largué. Un peu largué, mais je me suis ressaisi, quoi. Je me suis dit non. Quand vous dites largué, c'est-à-dire. Ouais, il y a eu des tendances de musique et tout. L'époque tectonique. J'étais un peu largué et j'adorais tous les jeunes qui venaient danser comme ça, mais la musique, j'étais complètement décalé avec ça. Okay. Avec le recul, je me dis, mais c'est génial, ils ont vécu leur truc aussi. Pourquoi voilà. C'est vrai que c'était une petite phase. C'est une petite phase, voilà. Moi, j'ai dit, disparu, 2008, 2010, j'ai dit stop, la nuit, là, moi, ça m'intéresse plus. Voilà, j'ai été ouvrir un bar, quoi. Okay. Puis je suis revenu très vite à la nuit parce que la nuit, voilà, j'aime ce que je fais la nuit. Ouais. Et juste quelque chose sur le point de il n'y a pas d'école du monde de la nuit. Comme on en parlait un peu comme vous avez fait approcher quelqu'un, juste prendre l'initiative, comme j'ai fait avec vous, comme j'ai fait avec Trondheim Records, etc. Je pense que pour ceux qui regardent, qui veulent oser, on a toujours des doutes et on veut pas, enfin, c'est comme, comment expliquer, vous savez, le courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur, mais triompher la peur, exactement, sûr, voilà, et comme... faut pousser les portes. Voilà, faut pousser les portes, et puis... Si on se prend un vent, on se prend un vent, etc. C'est quoi, un vent, hein, ça va. Exactement. Après, on analyse, on voit pourquoi ça n'a pas marché. Si on comprend. Si on comprend pourquoi ça n'a pas marché, on rectifie. Et puis, si ça veut pas, on peut passer à autre chose. Exactement. Là, j'ai essayé au grade un peu plus haut. Il y a Popov qui m'a follow. J'ai vu justement qu'il va jouer au Miyamao. Ouais, bientôt, ouais. Et il y a 2-3 semaines, il avait liké 2-3 de mes posts. Je pense que c'était un de mes nouveaux EP. Il m'a follow. Du coup, je me suis dit, s'il m'a follow, c'est que... Parce que vu qu'il a 1 million et quelques de followers ou je sais pas quoi... Ouais, on adore Popov, hein. Ouais, vraiment. On adore Popov. Je l'ai écouté depuis... ça s'appelait comment, sa track en 4e? D'ailleurs, j'en ai parlé. Serenity. Ah oui, Serenity, ouais. Serenity, ouais. Et c'est comme ça que je l'avais découvert. Et j'étais en 5e, 4e, quelque chose comme ça. Bref, je me suis dit, il m'a follow, je peux lui envoyer un message, ça va apparaître dans sa boîte. Et finalement, il a pas ouvert parce que j'imagine qu'il a un truc, mais je me suis dit, pourquoi ne pas tenter? C'est Popov. Bien sûr. Je dis, en tout cas, j'adore ce que tu fais depuis Serenity jusqu'à maintenant, etc. En plus, il est français. Il s'appelle Alexandre. Absolument, français. Et puis, il a l'esprit rave. Ouais. Ce qui, moi, voilà. Avec Space 92. Voilà, absolument. Donc, il y a cet esprit rave que j'ai toujours aimé. Hein. Je travaillais dans les clubs, mais j'ai toujours fait en sorte que la rave vienne en club, quoi. Quand vous dites rave... La rave, c'est-à-dire les fêtes organisées hors d'un endroit... un hangar, un truc... Voilà, c'est ça. Okay. Et on a fait avec des amis plein de raves au départ. Moi, je travaillais en club, mais quand je travaillais pas, j'allais en rave, quoi, voir des copains organiser des teufs où il y avait des 3, 4, 5, 6 000 personnes. Wow. C'était démentiel, quoi. Il y a plus de 30 ans, quoi. C'était où, par exemple? Alors, dans des lieux toujours pas possibles. Dans des lieux toujours pas possibles. Là, prochainement, il y a Gaïa, par exemple, qui vient organiser une fête avec Talamasca, je crois, à Miyamao. Et eux, par exemple, lui, il organisait des Gaïa parties, soirées trans, souvent de Goa, mais pas que. Et dans des lieux fantastiques, voilà, comme vous disiez, dans un hangar, dans des champs. J'adore les trucs un peu sauvages. Il y a toujours eu, ils ont toujours eu beaucoup. C'est ça la rave. Ils amenaient les organisateurs de rave, ils nous amenaient
dans un rêve de A à Z. Ouais, exactement. Alors, on écoutait Radio FG à l'époque pour avoir le point de rendez-vous. Donc, on nous donnait rendez-vous à Porte-Maillot. Là, il y avait ou un bus qui nous amenait, ou c'était une voiture. Il fallait suivre la voiture et il y avait tout un convoi comme ça qui partait. C'était génial. C'est super. Ça me fait penser à aujourd'hui, mais c'est pas comme ça. Enfin, je sens que c'est devenu un peu plus commercial, mais Burning Man. Oui, Burning Man, c'est une rave, hein, quelque part. Il y en a pas pour tous les styles. Il y en a pour tous les styles. Ouais. Après, on sait où ça se trouve. Voilà. Ouais, exactement. Chaque année, c'est devenu un peu plus planifié. Il faut aimer la terre, quoi. Les influenceurs qui y vont, etc. Pas pour dénigrer, mais c'est juste que aujourd'hui, avec l'évolution, en 2025, c'est devenu un peu comme ça, etc. Il faut aimer la terre. Ouais. Voilà, et être dans la poussière. Mais il y a beaucoup de poussière ou de la boue quand il pleut, mais ça reste toujours des shows pas possibles. Il y a des artistes exceptionnels qui s'y produisent. Voilà, Sinka, qui était sur le podcast il y a quelques mois, c'était en juillet, elle y a joué là, le dernier Burning Man, et finalement elle m'a dit qu'elle avait vraiment beaucoup aimé pour le coup. Mais ça doit être génial. Son petit vélo, à se trimballer d'endroit à endroit, etc. Ça pour le coup, c'est vrai que je trouve ça assez cool, ouais. Et alors moi, je me rappelle que je sais pas si c'était Feel Free Records ou quelque chose comme ça, mais j'avais envie d'essayer quelque chose comme ça, de bizarre, enfin pas bizarre, mais hors du commun, on va dire. Mais... et j'avais vu qu'il y avait une espèce de rave parce que je pense pas que c'était à l'ampleur dont vous parlez, 5000 personnes. Mais... Ah si, il y en a, hein. Ça existe encore aujourd'hui. Hein. C'est vrai ? Ouais, mais il faut être dans le circuit, mais ça existe toujours. Hein. Donc en fait, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, il m'a donné le lien Shotgun, et en fait, il y avait marqué lieu secret. Voilà, c'est ça. Et j'en avais parlé à des amis, et on était en soirée avec des amis, et moi j'ai dit j'ai grave envie d'y aller, j'ai essayé de chauffer tout le monde et personne ne voulait. Je dis je vais y aller tout seul, je m'en fous, tu vois. Vraiment, je voulais y aller. J'y suis allé. Alors c'est chaque demi-heure il y a quelqu'un qui vient au lieu qu'ils nous ont donné, et il regarde et il dit ok, venez. Et là c'était dans un métro abandonné. D'accord. Et alors, je pensais que ça allait être un petit truc. En fait, ils étaient très organisés. Il y avait à l'entrée qui nous tamponnait, ou je sais pas quoi, qui nous donnait des trucs. Ils avaient des vraies grosses caissons, des CDJ, des trucs, de l'équipement qui vaut énormément. Des lumières, quelqu'un qui fait de la peinture qui brille dans le noir. Du painting, ouais. Voilà, exactement. Je me suis dit, ah, mais waouh, mais je savais pas que ça existait, ça, en fait. Enfin, je me disais que ça existait, mais ça fait vraiment plaisir. Vous l'aviez jamais vécu, quoi. Exactement, je l'ai jamais vécu. Tout comme celui de Chasse Mafia, j'ai revécu un truc qui m'a... et c'est ça, ces petits milestones comme ça qui... c'est génial de vivre ça. Hein. Ouais, vraiment. Parce que d'abord, on nous amène dans un lieu on ne connaît pas forcément. Ouais, 100%. Voilà. Il y a quelques années, là, à l'époque des raves, là, il y avait beaucoup d'orgas que je connaissais. On connaissait tout le monde parce que la scène était plus petite que maintenant, enfin voilà, et ils se tiraient à la bourre, quoi, puisque chacun voulait trouver le lieu exceptionnel et de proposer sa scéno. Il y avait des décos pas possibles, c'était vraiment, vraiment, vraiment dément, quoi. Ça, c'est 100%, et c'était quelque chose que vous veniez de dire, bon, ça me reviendra, mais oui, c'est ça. Vous avez entendu parler des soirées dans les catacombes? Je sais même pas si bien c'est sûr. Vrai, ça. Ah oui? Bien sûr. Et ouais. ça se passe comment ça? C'est comment vous avez déjà été? Alors moi j'y suis jamais allé, mais j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Effectivement, il y a les catacombes, c'est un lieu assez grand, hein, dans le 14e là-bas. Et puis il y a des endroits où on peut feinter, on peut y arriver d'une autre manière. Ouais. Donc, une fois, j'ai vu 3 personnes avec des casques et des trucs. Regardez, paf, j'ai fait eux, je pense qu'ils vont dans les catacombes. Dans les catacombes, voilà. Il y a l'entrée principale qui se visite aujourd'hui, là, oui, c'est vrai, d'Enfer Rochereau, je crois, ou un truc comme ça. Avec un guide. Etc. Même pas, non. Parfois, non, il n'y a pas de guide. Vous descendez les escaliers, puis vous arrivez, puis vous voyez tous les crânes. Mais c'est pas un peu dangereux, ou en fait c'est. Pas du tout. Il y a un cul-de-sac. Oui, à un moment donné, il y a plus rien. Okay. Et puis il doit y avoir un autre endroit, mais j'ai jamais fait ça. Moi, j'aurais bien aimé le faire. À l'époque, j'avais un pote qui habitait là-bas, il nous chauffait pour qu'on y aille, et puis ça s'est jamais fait. Ouais.
Ok, ça c'est quelque chose que c'est quand même... c'est fou, c'est vieux les catacombes. Ah bah oui, c'est vieux, de Paris. Alors pendant le Covid, justement, moi, je vous ai dit, j'étais à la convention, et ensuite pendant juste un an, il y avait un appartement sur l'île Saint-Louis qui était en Airbnb, mais vu qu'il y avait le Covid, ils ne pouvaient plus le louer, du coup ils me l'ont loué à 3 fois rien pendant un an. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que un jour, quelqu'un a éteint l'eau où il y avait un truc qui marche pas. Du coup, je suis descendu dans la cave. Et l'île Saint-Louis, c'est le commencement de Paris. Alors, j'ai vu des choses, j'ai vu des chaînes accrochées. En fait, c'était des cachots, je pense. Et des choses vraiment très, très anciennes. Et je me suis dit, ah waouh, parce qu'on peut continuer. Et là, il faut vraiment mettre la lumière. Et j'ai vu un trou, je suis rentré dedans. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est l'entrée au catacombe? Enfin, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, c'est un aventurier. C'est quelque chose de. Je me suis dit, là, je suis en train de vivre l'histoire. Enfin, je me demande ce qui s'est passé ici. Des gens qui sont morts ou peut-être des choses plus sinistres, torturés, je sais pas. Mais j'ai vu les chaînes accrochées au mur, on dirait des choses de cachot. Je me suis dit, waouh, on a quand même de la chance de vivre. Dans une ville qui a autant d'histoires, de culture, bien sûr, etc. Parce qu'ayant vécu aux Émirats, c'est un désert qui existe depuis 60-70 ans. C'est ça. En grandissant, vous savez, par exemple, même à l'école, en étudiant les philosophes, les trucs, etc., bon, on étudiait, mais moi, je voyais pas trop. Et quand je suis venu ici, un jour, entre deux cours à Assas, on était avec des potes. Et je me suis dit, j'ai jamais été au Panthéon, les gars, venez, on y va. On y allait, et là j'ai vu Émile Zola, enfin tous les gens qui sont fait panthéoniser. Oui. Et je me suis dit, mais c'est waouh, en fait, c'est... Je pense qu'il y avait une étudiante, je sais pas si elle a fait ce projet ou pas, qui développait une application où vous pouvez vous trimballer à Paris avec votre caméra et ça vous dit ici, telle chose s'est passée. Ah, génial. C'est intéressant ça. C'est très intéressant. J'aimerais savoir si elle a fait ou pas, mais j'imagine qu'il doit y avoir des endroits où on se trimballe, on se dit je vais aller au Carrefour et finalement ici il y a eu des trucs pas possibles. Une fois j'attendais ma copine, c'était à côté de Concorde. Elle était un peu en retard et du coup là je regarde le mur et il y avait marqué ici se sont fait fusiller par les nazis. Ça c'est souvent les plaques commémoratives. Et en fait juste je suis rentré un peu dans un tri dans ma tête en attendant en me disant waouh, là je suis ici, les émotions qui ont dû être vécues ici, les choses, et on se rend pas trop compte en fait. Bon, je dérive un peu du sujet là, on est dans la musique mais du coup oui, ça c'est quelque chose dont je voulais parler parce que justement la santé mentale dans ce podcast c'est un petit peu la pierre angulaire du podcast. Déjà, vu que vous travaillez de nuit, comment vous faites pour j'imagine que c'est pas pour tout le monde de faire des horaires de nuit et ensuite avoir une hygiène de vie le lendemain, pouvoir dormir, vous organisez comment par rapport à ça? Le plus simplement possible, je termine mon travail, mon shift, je rentre, je m'occupe de mon chien, je sors, je prends une douche, Gandhi, et je me couche. Okay. Voilà. Alors des fois c'est plus facile de s'endormir, il y a des jours où c'est plus facile, d'autres jours c'est plus difficile. Ouais. Est-ce que vous le sentez un peu sur vous, sur votre corps? Oui, mais après, moi, le reste du temps de la semaine, j'ai une vie normale. Ok. Même si le week-end, c'est une vie normale aussi. Je travaille la nuit. Il y a des boulangers qui travaillent la nuit, il y a des urgentistes qui travaillent la nuit. Il y a des taxis, absolument. il y a plein de métiers qui travaillent la nuit. Et du coup, en fait, quand vous avez un shift la nuit, le lendemain, vous n'avez pas quelque chose d'autre pendant la journée, un autre shift? Non, en général, non. Oui, donc en fait, là, ça va, vous pouvez Moi, vous reposer. c'est concentré sur le week-end. En général, c'est vendredi, samedi et dimanche matin, puis basta. Ouais. Le reste du temps, c'est ma vie privée, quoi. Ouais. Ok, super. Et niveau santé mentale, est-ce que... alors, j'imagine que c'est gratifiant, comme vous avez dit, vous aimez beaucoup ce que vous faites, etc. Mais on est tous humains. Vous avez sans doute eu des moments, des bas comme des hauts. Vous faites comment pour les bas, que ce soit des exercices de respiration, du sport Il y a, effectivement, je fais de la méditation, beaucoup de méditation. Et je fais du Qigong une fois par semaine. C'est une gymnastique... traditionnelle chinoise qui a plus de 5000 ans, je crois, et que je pratique, qui est donc le corps et l'esprit, le corps
et l'esprit, voilà, sont reliés et on fait en sorte que tout circule, quoi. Ok, et comment ça consiste en quoi? Ce sont des postures, pas mal de postures, et tout se fait dans la pratique. Je ne sais pas si ça vous parle. Le tai chi, c'est un peu dans la même, c'est un peu dans la même, veine, quoi, voilà. Ouais. Ok, voilà, donc en fait, Qigong, un peu de salle, je marche beaucoup, voilà. Non, j'ai une hygiène de vie normale. J'ai une vie normale. C'est bizarre quand on dit j'ai une vie normale. Oui, bon, qu'est-ce que la normalité? Ouais, voilà, j'ai une vie à côté, mais qui est moins publique, oui. Mais j'essaie de faire attention, ouais. Ouais, parce que... oui, pardon. Non, moi je suis un épicurien, donc voilà, c'est pour ça que j'habite dans le Midi. Si j'étais resté à Paris, peut-être que je serais tous les soirs dans les bars, manger. Il y a je sais pas combien de restos, de choix. Je serais tous les soirs au resto. Voilà, j'ai plusieurs réseaux d'amis, donc pas mal sollicité. Ça c'est bien ça. Donc c'est bien, mais ça peut être très dur pour la santé mentale, quoi. Ouais, parfois vous avez juste envie de voilà, prendre un peu de souffle, et c'est ce que je fais moi depuis une vingtaine d'années. Je fais les allers-retours et j'ai trouvé mon rythme comme ça. C'est combien de temps? 3 heures. 3 heures en TGV? Ouais, TGV, ouais. Ah ok, d'accord. Donc ça va. Hein, il y a beaucoup de Parisiens qui font, je sais pas, 2 heures de transport tous les jours, si c'est pas plus. Oui, etc. Voilà, le TGV, c'est un peu mieux. Là, je suis assis, j'arrive à un point 3h30 d'un point A à un point B. Donc, et vous amenez Candy avec vous? Ah, tout le temps, tous les week-ends, il est avec moi, ouais. Trop marrant. Trop mignon, ce chien. Oui, trop mignon. Ouais. Et vous aviez dit que vous voyagez en décembre, mais je pense que vous avez mentionné peut-être vous êtes allé en Chine, pardon. Je suis allé en Chine, oui. Grâce à mon ami qui donne ses cours de Qigong à Nîmes, qui est prof, le sourire intérieur, et son association, fait ça avec Eric. Il donne des cours le mercredi soir, mais pas que. Il a organisé un voyage donc en avril dernier. Nous sommes partis, on a voyagé d'abord, on a fait du tourisme et on a fait de la pratique. On a fait 3 régions de Chine, 3 ou 4 régions en Chine. On a pris l'avion, on a pris le train. Voilà, c'était génial. Super. C'était génial parce que quand on est ici, on a une vision de la Chine. Enfin, en tout cas, moi, j'avais une vision de la Chine. J'avais une vision de la Chine. Et le fait d'y être allé, ça nous montre ce que c'est vraiment. Ça nous montre ce que c'est vraiment, et parce qu'on lit sur un tweet ou autre, voilà. Donc voilà, et c'est cool. On a rencontré des gens géniaux, on a pratiqué, et il y a des paysages à tomber par terre. J'imagine. Non, vraiment, c'était top. C'est comme j'allais faire 1 an au Vietnam en échange avec ma fac, et par rapport au Vietnam, j'étais assez inculte dans le sens où je me suis dit, le Vietnam, tout ce que j'en sais, c'est les jungles, le Viet Cong, etc. Je voyais pas trop c'était quoi, et enfin comment c'était en réalité, et je me suis dit, je m'interdis de regarder sur Google. Bien oui. Et j'y suis allé. Finalement, c'est hyper développé. Enfin, c'était super. Hein. Vraiment, une des meilleures années de ma vie. J'adorais. Et comme vous dites, justement, ce qu'on peut voir, etc., quand on y vit, quand on va et on voit. Je pense que avoir le privilège de voyager, c'est une des meilleures choses. En même temps, on est dans un monde... Ah, mais la Chine, c'est vraiment autre chose. Hein. Ils ont des pratiques qu'on n'a pas. Je suis personne pour juger leurs pratiques. On vit pas les mêmes choses. Il y a des endroits, moi je pensais que c'était relativement pauvre, mais il y a beaucoup de gens quand même qui roulent avec de belles voitures. J'étais à Pékin et Shanghai, et j'ai vu à Shanghai, c'était surtout c'est hallucinant, quoi. Absolument. Et puis, vous avez déjà été au Japon? Jamais.
J'ai envie d'y aller, mais j'y suis jamais allé encore. Ouais. Mais j'ai envie de découvrir pour la modernité du pays, quoi. Ouais. Et à la fois ses traditions. Ses traditions, exactement. Il y a beaucoup d'ancienneté. Et puis aussi, aspect musique, il y a de la musique électronique. Il y a de la musique électronique, effectivement, comme il y en a en Chine aussi. Hein. On a essayé de faire une petite virée. À un moment donné, on a quitté le groupe parce qu'on était parti à 13. Okay. On a voulu s'aventurer et puis on n'a pas trouvé ce qu'on voulait à Pékin. Mais au Japon, oui, il y a une scène aussi électronique très intéressante. Ok. Et pour en revenir à quand vous disiez que là, vous avez une bonne santé mentale, etc., vous avez à gérer. Auparavant, dans vos vingtaines, trentaines, c'est un peu plus dur de naviguer à ce moment-là. Est-ce que vous aviez eu des petits obstacles, des petits problèmes, des moments de doute, de down où mais mais ça fait c'est propre à la vie, quoi. Ouais. Tout le monde a des doutes. Ça, c'est bien. Justement, c'est ce que j'ai envie que les gens entendent. Bah oui, c'est propre à la vie. On a des doutes et l'idée, c'est de se remettre en question pour pouvoir avancer. À un moment donné, j'ai fait des choix un peu trop radicaux. Je m'en suis aperçu après. Mais bon, ça ne m'aurait pas amené là où je suis aujourd'hui. Donc, exactement. Fatalement, l'histoire, on peut la rejouer. Mais de où ça peut aller et quoi. C'est ça. Etc. Et si vous pouvez dire quelque chose, vous donner un conseil à Valérie qui a 25 ans, ça serait quoi ? D'avancer, mais je pense que ce qu'il a fait, 25 ans, c'était il y a un peu plus de 30 ans. Ouais. Donc déjà, d'avancer, mais quand il avait 25 ans, le Valérie, c'est bizarre de se parler de soi comme ça, à la troisième personne, ouais. Quand j'avais 25 ans, moi j'avais cette fougue de la jeunesse, comme ont beaucoup de jeunes que je vois aujourd'hui, cette fougue, cette impatience, cette donc d'avancer. Et moi, j'ai jamais eu réellement de plan de carrière. Finalement. On m'a proposé un job, j'y suis arrivé. À un moment donné, on m'en a proposé un autre, j'ai changé, j'ai voulu évoluer, voilà. J'ai eu la chance de travailler au Rex, ça a été formidable. Et je ne remercierai jamais autant Christian Paulet qui a été le boss, et après Fabrice Gadot qui m'a proposé d'être son directeur adjoint pendant 3 ans. Voilà, ça a été et ça sera le temple de la musique électronique à Paris. Voilà, aujourd'hui, il y a d'autres lieux. Il y a Miamao qui va détrôner le Rex. Je l'espère en tout cas, mais bon, laissons-lui un peu de temps. Ouais, il faut. Et puis, en tout cas, de ce que j'ai vu pendant l'inauguration, les lumières, je me suis dit, ah, waouh, je me oui, vois mais bien. Le son, si vous n'avez pas trop entendu le son, ce soir-là. On m'a dit, quelqu'un qui est allé vendredi et qui était à l'inauguration m'ont dit, en fait, c'était encore en réglage, c'est ça ? Réglage, et puis mercredi, il n'y avait pas grand monde. Et du coup, les acoustiques n'étaient pas... C'est ça, exactement. C'est fait pour 1000 personnes. Là, il y a 2500 ou 2300, 400. L'acoustique n'est pas la même. Elle ne peut pas être réglée pareil. Ouais, exactement. C'est super ça. Et quoi comme astuce pour les gens qui veulent rentrer déjà en boîte et ensuite dans le monde de la musique aussi? En boîte, enfin en club. Ouais, en club, c'est ça. Plus boîte. Ouais. Ça n'existe plus. Il y a de moins en moins de boîtes en France. Ouais, mais attends, c'est quoi la différence entre boîte et club, la boîte, ça fait partie des années 80, 90. Ok, donc c'est que dans la les boîtes de nuit, mais non. Le club, c'est la club culture, quoi. C'est... D'accord, c'est une certaine évolution. C'est une certaine évolution de ces endroits, des endroits, voilà. Okay, pour entrer en club, il faut être soi, poli, un peu éduqué quand même. Si vous venez nous voir, essayez de vous renseigner de l'artiste qui joue ce soir-là, quoi. Ouais. Et puis dans un état d'ébriété irréprochable. Irréprochable. Voilà. Ça, c'est la good vibe, c'est quoi, une bonne attitude. C'est ça après.
Tout le monde peut rentrer dans un club. Hein. Ouais, c'est ça l'idée. Hein. Faut pas ghettoiser. Il faut qu'il y ait tout le monde. Tout le monde, ouais. Mais il faut un minimum voilà. Ouais, c'est ça. Mais le respect, quoi. Le respect. Il faut le respect de soi-même et le respect des autres. Voilà. C'est ça. De celui avec qui on va partager ce moment, cette soirée. C'est ça. Cette soirée. Si vous pouviez changer une ou deux choses même dans l'industrie de la musique, le monde de la musique, ça serait quoi? Moi, j'ai aucune prétention. Non, parce que je changeais. Non, je pense que si, changer, on en parlait tout à l'heure. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle machine. Ok, ouais, c'est ça. Donc voilà. c'est ça, on l'a déjà dit. C'est ça. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle machine qui va dire voilà, j'ai trouvé le nouveau son et on va pouvoir rajouter 20, 30, 40, je sais pas moi, d'années supplémentaires à la musique électronique. Ok. Pour pas qu'elle s'essouffle ou je sais pas. Elle a encore pas mal de jours devant elle, mais je pense que quelqu'un qui arriverait avec une nouvelle machine, ça serait top. Généralement, ça fait toujours ça. Hein. C'est des blocs par-dessus. Quelques questions. Dites-moi. Alors, si vous pouvez choisir une époque dans l'histoire de la nuit pour y retourner, laquelle serait pour y retourner, l'époque où j'organisais des soirées qui s'appelaient Respect for Trans. Mais pas juste dans votre vie, ça peut être... non, mais c'est dans ma vie, okay. parce que les autres, je ne les ai pas vécus. Donc voilà, c'est dans ma vie, Respect for Trans avec Tom, mon frère, et Eric, et Laco, et toute cette team qu'on était, parce qu'on était insouciants. Et l'insouciance, c'est top. Aussi, c'est dangereux, mais c'est top parce qu'on pousse les portes, on dit vas-y c'est bon, voilà, vas-y c'est bon. J'adore ce sentiment. Mais oui, mais c'est vrai. Le sentiment ultime. C'est vraiment une anecdote mémorable à l'entrée d'un club. Une année. Je la dis souvent, mais ma petite balade avec Serge Gainsbourg sur le Tour de Paris. Ah, je pense que je l'avais entendu ça. Ouais. Je la raconte souvent. C'est un peu celle qui est... ou les Cures. Il y a eu les Cures aussi. Donc celle-là, je la dis moins souvent. Il y a eu Cure aussi, pareil, j'ai une photo. Et j'attends toujours ma photo dans la Roy Rolls. Tu te reconnaîtras si tu écoutes ce podcast. Ok, et est-ce qu'il y a eu des anecdotes pas mauvaises, mais ça veut dire vous avez dû recaler quelqu'un et son ego n'a pas pris, et des trucs comme ça? Ouais, mais ça c'était plutôt il y a longtemps, quoi. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Il s'est passé quoi? J'ai même un peu oublié, parce qu'on oublie les mauvaises choses. Ouais, c'est on vrai. se rappelle beaucoup plus des... Mais généralement c'est rare que les gens deviennent violents ou agressifs. Ouais, mais ça peut arriver, mais moi j'ai une manière... de faire, de dire, de me détacher et de dire désolé, c'est pas pour ce soir, prochaine fois, puis voilà. Ça c'est bien, parce que je sais qu'il y a des endroits, mais ça c'est aussi la différence entre physio et videur, c'est qu'il y a des endroits à Paris où c'est un peu avec du manque de respect qu'on recale sans raison, sans truc, etc. Et là par exemple, pas ce soir, mais vous pouvez revenir, c'est invitant. Bah oui, moi je suis... tout le monde ne peut pas... L'idée, c'est que tout le monde puisse rentrer. Mais tout le monde ne peut pas rentrer dans une soirée quand il y a tant de personnes qui doivent rentrer dans une soirée. C'est ça. Donc, il faut composer. Ouais, exactement. Il faut composer quand c'est comme ça. Ouais. Et puis, la prochaine fois, try again. Voilà c'est ça. Si vous pouvez collaborer avec une figure légendaire, que ce soit DJ, organisateur, directeur artistique ou qui que ce soit, ce serait qui ? Franchement, si je pouvais collaborer, là c'est, j'ai pas bizarre, je sais pas. Si je pouvais collaborer, non. J'ai travaillé avec Guetta, j'ai travaillé avec Christian Paulet, j'ai travaillé avec le patron du Queen, Philippe Fassien. En fait, vous avez travaillé avec les gens du Gibus, avec les gens de la locomotive. J'ai travaillé dans plein d'endroits. On m'a appris mon métier. Enfin, je l'ai appris aux côtés de gens très brillants comme Jacques Bonneau, comme Jenny Belair et tout ça. Non, peut-être que j'aurais adoré, mais ça ne vous parle pas, Galia. Galia est la reine de la nuit et elle a vécu l'Alcazar, cette époque Alcazar, c'est-à-dire c'est 15 ans avant que je commence dans la nuit, quoi. 10-15 ans un peu avant. J'aurais bien aimé vivre, mais ce qui voudrait dire que j'aurais 15 ans de plus et que je serais déjà très très vieux, quoi. C'est vrai.
Pour vous, une soirée parfaite, ça n'existe pas, mais ce serait quoi? Une soirée parfaite, c'est qu'on décide qu'elle est parfaite. Ouais, chacun le vit en fait différemment. Voilà. Ouais, pour des gens, il y a des gens, oh, c'est génial. Et puis d'autres, voilà. Ça, c'est selon ses émotions. C'est vrai. C'est vrai ça. Non, totalement. Cool, on va passer au segment fun. C'est quoi ça? Alors, ici, on a la roue de la fortune. Je D'accord. vous explique. C'est drôle ça. Ouais, j'ai eu cette idée en laissant m'endormir. Et je me suis dit, pourquoi je fais pas un truc rue de la fortune à la fin? Bah ouais, c'est drôle. Alors, si vous tombez sur cadeau, c'est cadeau. Mystery Jar, c'est le petit pot où vous piochez un petit papier. Génial. Bonbon, c'est bonbon, mais vous refaites. Vous avez le droit à 4. J'ai droit à 4, ça va. 3 boîtes, c'est les 3 boîtes mystères où j'ai mis un petit truc comme ça, vous savez pas c'est quoi. D'accord. 10 € et 5 € de donation, c'est à la charité ou l'œuvre caritative que vous voulez. D'accord. Et je pense que c'est tout, donc allez-y, c'est à vous de jouer. Vous pouvez y aller fort si vous voulez. Ouais. Alors... J'avais jamais tourné une roue, hein. Même à la foire. Mystery Jar, alors... C'est ça. Celui-ci, et ouais, je ramène ça. Ouais, faut y aller un tout petit peu fort. Voilà. Et vous piochez. Je pioche. Ouais. Allez, hop. Qu'est-ce que vous avez eu? 4 spins. Waouh. Donc vous en avez 4 de plus. D'accord. Donc là vous avez 7 et du coup vous tournez 7 fois. 7 fois. Vous allez gagner pas mal. Mais on va y passer la nuit là. On referme ça. Alors... bah non, vous... Rebelote. D'accord. Je vous ai dit, on va y passer la soirée. Ouais. Bah, y aller un peu plus doucement, comme ça fait plus vite peut-être. Et peut-être. Puis voilà. Alors... Si c'est 4 encore... Non. C'est... Wildcard. Alors... Là, maintenant, je tire une carte. C'est génial, ce jeu. Allez, celle-là. Alors, what is a dream you've let go of? Donc, quel est un rêve que vous avez abandonné? Et ensuite, je dois répondre aussi. Quel est le rêve que j'ai abandonné? Un rêve dans votre vie. Que j'ai abandonné. J'aurais adoré faire de la télé. Ok. À un moment donné, j'étais un peu comme... J'aurais adoré faire de la télé. Je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas... Quand je suis arrivé à Paris, j'étais hyper jeune là. J'allais faire toutes les émissions télé, tout ça. Je voulais m'incruster. Je m'incrustais. Je voulais faire de la télé, ça me fascinait quoi. Ok, super. C'est marrant parce que moi, je vais être réalisateur-acteur. J'avais fait commencer par deux courts-métrages et finalement ensuite je me suis dirigé vers la musique. Mais du coup, voilà. Les médias quoi. Ouais. Que les deux. Alors j'en fais un peu aujourd'hui de la télé puisque je fais Miamao Live. Ouais. On peut me retrouver sur le site internet miamao.fr. Ok. Lien dans la description. Merci. Ouais. Et donc j'en fais un peu puisque je reçois des artistes et tout ça, etc. Mais j'aurais adoré faire de la télé, mais bon, j'avais 13 ans, 14 ans. Voilà, moi je voulais être des gens de l'époque, Yves Mourouzi, quoi, qui était un journaliste exceptionnel. Moi, ça me fascinait, quoi. Jusqu'à aller jusqu'à chez lui, quand je suis arrivé à Paris. Il habitait rue de Rivoli et aller toquer chez lui, quoi. Okay. Il avait un bar, j'allais dans son bar le soir. Hallucinant. Je remachine. Ouais. Ah oui, moins vite, vous m'aviez dit. Ouais, comme vous voulez, mais comme ça fait un petit peu plus vite. On va voir... C'est dingue si vous retombez sur mes... Non. Bonbon, donc vous avez droit à un bonbon. Que je... Ils sont dans le pot, là. Truc. Ouais, je pense merci. Que Carambar, ouais. Faut que je vous lise la blague ou pas? Vous pouvez, ouais. Il y a une blague, là, je crois. Normalement, généralement. Il y a une blague. Ouais. Je vous la lis à vous? Ouais, allez, vas-y. Quelle fête obtient-on en y tirant une horloge? Aucune idée. Un réveillon. C'est la blague... la blague Carambar. Carambar, ouais. Allez-y. Non, on refait. On refait? Ouais, parce que bonbon... On refait. Vous voulez pas que je vous raconte une blague à chaque fois? Alors, encore un. Hop! C'est génial, ce jeu.
Alors, pareil, 4. 4 spins. Allez-y. On va y passer la soirée. Au bout d'un moment, il y aura... Il faudrait que ça s'arrête, quoi. Pas bonbon. Pas bonbon, je rebelote. Ah, 3 boîtes. 3 boîtes. Choisissez une des boîtes. Eh ben la 3. Ouais, allez-y. Ok. Et je regarde dedans? Oui. Génial. Écoute un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Donc j'ouvre en même temps. Hein. Vous pouvez ouvrir. Mais votre rêve, vous allez-vous un jour peut-être le réaliser, non? De être réalisateur Le réaliser? Bah, moi j'espère dans la ça, musique. Ouais. J'espère dans la musique, ouais. Dans la musique? Ouais, absolument. Petit oracle, génial, les affirmations positives, ça c'est comme si c'est génial. Bah, je l'ai pris spécialement pour vous. En voyant vos stories et ce que vous aimez, je me suis dit ça tombe carrément dans... C'est génial. C'est vrai que je poste souvent des affirmations positives. C'est ça. Ça me booste. Moi, j'étais un garçon très angoissé avant, je le suis vachement moins. Hein. Depuis, je fais du Qigong, que je me nourris de ça. Ouais. Donc, du coup, merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Dites-moi tout. Alors, encore quelques spins. Je garde les autocollants. Ouais, bien sûr. En tout cas, je vais garde vous donner tout. un sac pour Ah, tout super. prendre, ouais. Allez, un autre. Ouais. Alors, on va dire une autre boîte, parce que sinon... Une autre boîte? Ouais. D'accord. Allez-y. Ben, la une. Hop. Merci. Qu'est-ce que c'est la une? Ah, bah, c'est une autre... Une autre, ouais. C'est une Little double Mike carte. Foundation. Si vous voulez, Ouais. vu que vous avez déjà Celle-là. celle-ci, Je prends la 2. la 2. D'accord. Exactement. Et oui, parce que vous avez organisé tout ça, donc vous savez ce qu'il y a dans la 2. Exactement. Et la 2, elle est assez spéciale. Je sais pas si vous avez vu l'article du Monde, de Le Monde, sur les chocolats de Dubaï. Absolument. Je l'ai vu il y a pas longtemps, là, avant les fêtes, je crois, même un reportage. Ben, voilà. Et ça vient de Dubaï, donc. Ça vient de Dubaï, et c'est le vrai. Et vous en avez 2, hein. Et 2, ouais. 2, ouais, exactement. Voilà. Alors, quand vous rentrez chez vous, c'est mieux de le réfrigérer et de le manger dans les 2 semaines. Généralement, ils disent 3 jours, mais c'est généralement dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. D'accord. Après, c'est assez lourd, mais c'est très très bon. Je vous dis. Mais j'ai eu la chance déjà d'avoir une boîte magnifique venant de vous. Mais vraiment, hein. Si vous saviez que c'est mon dessert préféré. C'est vrai, les dates? Ah, mais ma mère en faisait à souvent, à plein d'occasions quand j'étais gamin. C'est elle qui les faisait. Alors, là, celles-ci viennent les miennes? Ouais. Des Émirats, oui. Des Émirats, donc c'est fait là-bas, les dates. Ouais. Nous, moi, les dates, mais elle les faisait et à chaque fois, c'était mon dessert préféré. C'est vrai? Ah oui, mais vraiment. Parce que je vous ai préparé, ça c'était pour la fin, mais bon. D'accord. On fait la passerelle. Et voilà. C'était la petite surprise Décidément. en plus. Merci beaucoup. Vraiment. Avec grand plaisir. Et vous avez encore, je pense, 2 ou 3. Vous avez eu de la chance de tomber sur 4 spins. Alors, 1, 2, hop. Ouais. Je fais moins vite, mais je suis déjà bien gâté là. Hein. Mystery jar. Hop. Je suis bien gâté déjà, mais c'est gentil. Mais vous recevez l'hospitalité, c'est très important. Jackpot. Jackpot. Ça là? Ça. Ok. Je suis tout rouge. Waouh. Merci. Avec grand plaisir. Une invitation, bien-être. Bien-être, exactement. Pour la faire... santé mentale, je pense qu'il y a des gommages, des choses comme ça, hammam, etc. Génial. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Et du coup, vous avez encore un. Encore un. D'accord. Je vais revenir plus souvent. Au podcast Go Tempo. On termine avec 3 boîtes. Vous pouvez, si vous voulez, remplacer par... soit vous prenez ça, soit vous choisissez un autre truc, par exemple les 10 €, 5 € de donation, ou comme vous voulez. Vous préférez prendre l'autre boîte aussi?
Je sais pas, franchement, vous m'avez mis le doute, je suis bien gâté là. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur? Fondation contre le cancer des seins? Ouais, ben oui, pourquoi pas, ouais. Ben pour vous, c'est quoi le plus important? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quelle fondation? C'est lesquelles que vous... je regarde un peu. C'est quelle fondation? Ouais, pour les personnes malades, ouais, peut-être. Okay. Les enfants, peut-être. Les enfants. Ouais. Ok, très bien. En tout cas, vous pouvez dire plus tard. Peut-être les enfants, ouais. J'ai pas l'association là. J'ai pas l'association là. Ou les enfants ou les animaux. Ouais. En tout cas, je vous donnerai des choix. D'accord. Vous avez ou les animaux, votre chien. Voilà. Je pense que ça peut être quelque chose ou les animaux, parce que c'est vrai qu'en période d'été ou même en période de fête, on offre des animaux et puis on les laisse, on les abandonne après. Et ça, c'est voilà. C'est vrai que... Mais les gens malades me touchent aussi, donc... C'est vrai. En tout cas, merci pour tout ça. Hein. Avec grand plaisir. Alors, 2 dernières choses. Dites-moi. La première, c'est... Ce pot, il s'appelle Potempo. Potabo. Le petit bonhomme. D'accord. Celui-ci. Ouais. Est-ce que vous pouvez le prendre? Il l'a amené là. Et voilà. Et du coup... un papier et vous avez feutre, stylo, ce que vous voulez et il faut juste laisser une trace de vous pendant ce podcast. Ça peut être un dessin, ça peut être un mot, une phrase, ce que vous voulez. Vous signez en bas Valérie et voilà. Alors, je suis pas très bon dessinateur. Vous pouvez mettre un mot, vous pouvez mettre une phrase, vous pouvez faire ce que vous voulez, une ligne, un plus. C'est vraiment, vous êtes libre. Hop. Voilà. Super. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous. Et du coup, la dernière chose, d'accord, c'est un petit peu là. Parce que à chaque fois, je prends un petit peu là avec mes invités. D'accord. Mais on est tous les deux. Bien sûr. Oui. Bien sûr, on est tous les deux. Faut se lever. Oui, on peut se lever comme ça. D'accord. Et on peut se voir dans le miroir. Alors, est-ce que ça vous... Oui. Ouais, ça va. Oui, c'est bien. Et ça s'imprime. C'est génial. Du coup, pour clôturer cet épisode qui a été très intéressant, vraiment merci beaucoup Valérie. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, hein, c'était un honneur. Votre expérience, je suis sûr que ça va aider beaucoup de gens pour voir un peu comment ça marche dans l'industrie, etc. Il faut que je mette ça sans lumière. Et donc, je vous dis à tous à bientôt à l'épisode, au prochain épisode. Qui sera le combien? 12, 13 Je pense que ça sera le 12. Le 12? C'est ça, exactement. Le 12. J'ai suivi. Commences... ouais, c'est ça, le 12. Super. Merci de m'avoir reçu. Merci pour ça. Avec grand plaisir. Vous m'avez gâté, vraiment. Et puis, je vais avoir la chance de goûter ça. Ouais, ça donne envie. Voir c'est quoi ce qui fait référence à l'article du Monde. Vous savez comment ça a été créé, ça? C'est une femme britannique-égyptienne. D'accord. Et elle était enceinte. Et elle a juste eu... Vous savez, les femmes enceintes, quand elles ont vraiment envie de quelque chose... Oui. Elle avait vraiment envie de chocolat, mais en même temps pistache, en même temps knéfé. D'accord. Et elle a tout mis ensemble, elle a mangé, elle a fait... Oh. Et du coup, elle s'est dit, je vais faire ça. Mais elle a utilisé la technique d'Hermès où on peut que l'acheter sur Deliveroo à 17h et il y a un stock limité. D'accord. Et en fait, c'est pour ça que tout le monde... Et en fait, il y a une TikTokeuse qui a créé un TikTok en disant « Waouh, c'est chocolat ». Et là, ça a fait un gros boom. Il y a une Allemande qui est passée qui a été arrêtée à la douane parce qu'elle avait 300. Je pense qu'elle voulait les vendre, je pense pas qu'elle voulait les manger, enfin... La gourmandise. Mais ils lui ont dit, pourquoi vous avez 300 barres de chocolat? Parce qu'apparemment, ça vaut beaucoup là-bas, tout le monde en a. Mais du coup, voilà. Donc, on vous dit à bientôt. À bientôt, merci. Bonne soirée.